This day mixture has a rich and interesting topics with a honorable people. Welcome again. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre deuxième journée de notre événement, les Journées des énergies renouvelables. Je souhaite un bon séjour. Je vous remercie tout d'abord pour votre présence, pour votre intérêt et pour votre bienveillance. And now, let us begin the first conference by Mrs. Khadijatou Kamara, Technical Chief Officer, Hydrogen Director, and Technical Project Diversion. Thank you so much for sacrificing your precious time to travel and attend this event. Bonjour à tous. Donc je me présente, je suis Khadijatou Kamara, conférencière en hydrogène et énergie renouvelable. Je suis diplômée ingénieur en génie énergétique et énergie renouvelable de l'école polytechnique immobilier de France. J'ai 7 années d'expérience. Je travaille dans l'hydrogène et la production d'énergie, pour des multinationales, le stockage, la distribution. L'objectif aujourd'hui de cette conférence, c'est de parler aujourd'hui de l'hydrogène, de tous les sujets autour de l'hydrogène, la généralité, le focus sur le Maroc, les différents procédés d'hydrogène, et de pouvoir, à la fin de cette conférence, rendre un peu aux étudiants une idée plus claire sur l'hydrogène, son déploiement au Maroc, en Afrique et à l'international. Je suis aussi directrice technique d'une nouvelle société dans l'hydrogène qui s'appelle Ivoire Hydrogène. Et à mes côtés, j'ai mes 2 collègues ingénieurs en énergie renouvelable. Donc j'ai Flavia Pla et Mohamed, diplômé d'une école d'ingénieurs en France, qui est franco-marocain, qui est chargé en fait de développer notre activité hydrogène au Maroc. Et nous, on représente la team hydrogène en Côte d'Ivoire et puis dans le reste de l'Afrique et également à l'international. Donc sans plus tarder, nous allons commencer notre présentation sur l'hydrogène. Elle portera sur le déploiement de l'hydrogène et de l'ammoniac en Afrique avec un focus sur le Maroc. Donc, pour organiser cette présentation, dans un premier temps, on va présenter très rapidement notre équipe hydrogène. Ensuite, on démarrera par une généralité sur l'hydrogène qui reprend vraiment le b.a.-ba, ce que c'est que l'hydrogène, parce qu'on pense connaître l'hydrogène, on entend parler de l'hydrogène, mais on pense pouvoir maîtriser, mais je pense qu'il faut remonter à la base pour continuer. Et donc par la suite, après la généralité sur l'hydrogène, on fait un focus concernant, on va dire, l'avantage de l'ammoniac, dans lequel contient en fait l'hydrogène, pour surtout le Maroc. Et on terminera la présentation par les réglementations sur l'hydrogène applicables à l'international et les possibilités de pouvoir travailler pour adapter ces réglementations en Afrique. On peut passer à la slide suivante. Alors, donc on démarre par la présentation de IH2. IH2 qui est le nom de notre structure qui est chargée du développement des infrastructures hydrogène en Afrique. IH2 a pour mission d'être vraiment le pionnier de l'hydrogène en Afrique de l'Ouest et d'avoir des partenariats dans d'autres régions d'Afrique pour développer l'hydrogène. On est également membre de l'AHP, on est membre privilégié. L'AHP, c'est l'association africaine de l'hydrogène. On est des membres privilégiés, donc on représente aussi l'AHP. Donc nos 3 principales missions
c'est de développer des projets hydrogène et énergie renouvelable en Afrique, de démocratiser vraiment l'hydrogène dans la mobilité, la construction, l'industrie, l'agriculture, la production d'énergie, et voilà, de participer à un déploiement dans le cadre de la mise en place d'un écosystème hydrogène sur le continent. Donc nous allons vous présenter par la suite nos axes stratégiques de développement et de déploiement de l'hydrogène en Afrique. Alors, ces axes-là sont basés sur les objectifs du développement durable suivant les dernières mises à jour des Nations Unies. L'objectif, c'est de pouvoir développer de l'hydrogène qui pourra être respectif de l'environnement, d'avoir une économie sobre, bas carbone, et également de pouvoir permettre un développement durable, périn de cette source d'énergie, en remplacement derrière des ressources limitées fossiles comme le pétrole. Alors, on définit 3 axes stratégiques dans notre développement. Le premier axe stratégique, c'est la formation, la sensibilisation, l'éducation à l'hydrogène aux étudiants, qui sont la jeune génération, la future génération de notre futur monde. Donc l'objectif, c'est de faire une formation, de les intéresser à ce nouveau secteur qui fera partie du nouveau monde dans lequel on aura un développement durable basé sur une consommation bas carbone. Donc qui dit bas carbone dit énergie verte. Et donc, qui dit énergie verte dit déploiement de ressources, de vecteurs énergétiques qui pourront respecter ces critères. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui déjà pour parler de l'hydrogène, pour créer des synergies avec vous, pour vous aider à s'intéresser à cette filière et puis créer des synergies, des partenariats pour vous permettre d'avancer dans vos objectifs. Pour ceux qui veulent faire une formation dans l'hydrogène, des partenariats internationaux et de pouvoir en fait, en fonction du développement de ces nouvelles connaissances, pouvoir développer en fait cette filière au Maroc. Donc, l'axe 2, c'est de faire adhérer donc, les communautés à l'hydrogène, donc créer des associations qui travaillent sur l'alimentation hydrogène, sur le déploiement des sources d'investissement et adhérer en gros toutes les communautés dans chaque région d'Afrique à l'hydrogène. De façon locale comme dans la sous-région africaine. En axe 3. Donc en axe 3, c'est de faire fonctionner des équipements hydrogène durant la Coupe d'Afrique des Nations. L'objectif, on veut démontrer que l'hydrogène fonctionne suivant des préjugés. L'hydrogène est inflammable, c'est une source d'énergie non sécurisante pour différentes applications. On veut montrer à toute l'Afrique que l'hydrogène fonctionne, que ce soit à petite échelle comme à grande échelle, et qu'on adapte cet hydrogène suivant différentes ressources qu'on trouve dans chaque pays d'Afrique. C'est pour l'instant une économie un peu très chère puisque on est vraiment en début de développement de cette technologie, mais le coût est amené à s'optimiser, à se minimiser pour s'adapter aux besoins au niveau des populations, niveau de vie économique des populations. Donc l'objectif, via cette démonstration, c'est de créer un salon de l'hydrogène pendant la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que tout le monde aime le foot. La Coupe d'Afrique aura lieu en Côte d'Ivoire. Donc vous serez les bienvenus à ce salon pour voir les démonstrations de nouveaux équipements hydrogène, c'est-à-dire démonstration de véhicules hydrogène qui se rechargent avec des stations hydrogène, pour montrer tout simplement que l'hydrogène fonctionne et qu'on peut vraiment faire le lancement de ce déploiement
du déploiement de cette nouvelle source d'énergie en Afrique. On peut passer à la slide suivante. Maintenant, je vais vous présenter notre équipe. Donc on a nos fondateurs, Philibert Dutrieux et Afidou Doumbé. Philibert est basé en Côte d'Ivoire. Afidou, il est basé à Paris, mais on trouve des moyens de pouvoir travailler ensemble, que ce soit à distance ou de pouvoir s'organiser pour travailler ensemble. Moi, je suis la directrice technique de cette structure. On a également un responsable communication Afrique francophone, un responsable communication Afrique anglophone, et on a nos deux jeunes ingénieurs, Flaviana, à qui je vais passer la parole pour se présenter, et aussi Mohamed Assoumi. Je suis Diamond Flaviana, je suis ivoirienne et je suis ingénieure en système énergétique et technologie. Et actuellement, je suis stagiaire ingénieur hydrogène à Ivoire Hydrogène. Merci. Je m'appelle Mohamed Assoumi, je suis en dernière année d'école d'ingénieur à l'école d'ingénieur en Polytech, basé en France, et spécialisé en énergétique et qui propose des expertises smart building, smart grid. Moi, j'ai été formé dans ces deux expertises-là. Et voilà, j'effectue mon stage de fin d'études au sein de l'IH2. J'ai vu, je suis un grand fan de foot et je m'intéresse aux énergétiques. Donc pour moi, c'était un coup de foudre. Voilà. J'ai entendu parler d'eux et je les ai contactés. Et j'ai réussi à décrocher mon stage chez eux. Donc je suis heureux d'être là avec eux. On va passer à la slide suivante. Alors, la prochaine étape concerne en gros les généralités sur l'hydrogène. L'objectif en fait de cette phase, c'est de parler en gros des principes de production, stockage, distribution, la définition de l'hydrogène et d'avancer en gros sur la thématique. Donc, l'hydrogène, on le sait tous depuis la classe de 6e, c'est le premier élément chimique du tableau de Mendeleïev. Donc, on a un noyau d'un proton et un électron. L'hydrogène est présent dans différentes molécules dans la nature, donc l'eau, l'ammoniac, l'acide chlorhydrique, HCl, le chlorure, etc. Et le pouvoir calorifique aujourd'hui de l'hydrogène est très élevé. On est en PCS de 33 kWh par kilogramme. On peut passer à la slide suivante. Alors, l'hydrogène aujourd'hui, selon sa production, est classifié, est catégorisé. Aujourd'hui, on parle d'hydrogène vert ou l'hydrogène qui est produit à partir des ressources d'énergie renouvelable. On parle d'hydrogène gris ou l'hydrogène qui est produit à partir des énergies fossiles, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'hydrogène est présent dans différentes molécules. Ça peut être des hydrocarbures, ça peut être d'autres molécules chimiques. Et on parle d'hydrogène bleu ou l'hydrogène qui est produit à partir du méthane. Alors le méthane, on peut dire que le méthane c'est un hydrocarbure, mais c'est un hydrocarbure du moment où il est produit, du moment où on le retrouve dans le pétrole, parmi les alcanes. Mais on peut produire aussi le méthane à partir de la biomasse. Bon, ce méthane-là, on capture du CO2 via le process de vaporeformage. On produit de l'hydrogène et cet hydrogène est caractérisé comme l'hydrogène bleu. On peut passer à la slide suivante. Alors, aujourd'hui, au niveau de l'hydrogène, on a différentes applications. On a la mobilité, donc avec l'hydrogène sous forme gazeuse. Aujourd'hui, on peut recharger les véhicules à hydrogène, que ce soit véhicules légers, comme des voitures,
comme véhicules lourds, trains, trams, bus. On peut également alimenter l'industrie chimique, l'industrie spatiale en hydrogène, c'est-à-dire en concevant des véhicules, les avions hydrogène et piles à combustible. On peut aussi alimenter en fait l'industrie chimique ou pharmaceutique avec l'hydrogène sous forme de gaz. On peut injecter également l'hydrogène dans le réseau de gaz. Ça sert surtout pour, en gros, par exemple en Europe, c'est pour le chauffage des maisons au gaz, mais au gaz hydrogène. Aujourd'hui, on utilise soit de la chaleur renouvelable biomasse ou soit un chauffage au gaz naturel mais non renouvelable. Mais aujourd'hui, avec l'hydrogène, en injectant l'hydrogène dans le réseau, on peut arriver à chauffer les maisons ou climatiser les maisons avec cet hydrogène. Et l'hydrogène est également utilisé pour le stockage, gérer la problématique de l'intermittence des énergies renouvelables, la gestion de l'énergie entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que quand la demande est forte et qu'on a peu d'énergie sur le réseau, il faut qu'on ait de l'énergie en réserve, d'où le stockage à un moment donné de l'année ou à un moment donné de la journée. On a vraiment un surplus d'électricité et la demande elle est faible. Donc, demande ou consommation faible, on a un surplus d'électricité, on récupère ce surplus d'électricité et on le stocke sous forme d'hydrogène via le process d'électrolyse ou de thermolyse. Donc, le stockage, la gestion intelligente du réseau sont deux sujets par lesquels en gros l'hydrogène s'insère. Donc aujourd'hui, on peut stocker l'hydrogène pour gérer la problématique de gestion du réseau Smart Grid. Mais Mohamed est un expert en la matière, donc il aura l'occasion d'expliquer un peu plus mieux cette partie. Et on utilise aussi l'hydrogène pour le raffinage du pétrole. L'hydrogène est présent dans l'ammoniac qui est utilisé pour l'agriculture. On peut passer à la slide suivante. Alors, donc cette slide-là regroupe en gros les différentes sources d'énergie, les processus de transformation, de production d'hydrogène et les différentes utilisations. Donc, c'est-à-dire qu'on produit aujourd'hui de l'hydrogène soit avec l'électricité plus de l'eau, soit c'est de la chaleur plus chaleur à haute température, c'est-à-dire vapeur d'eau à haute température. Voilà. Donc, à partir de l'électricité, donc soit d'origine nucléaire ou renouvelable, on a le process d'électrolyse pour produire l'hydrogène utilisé pour les applications que j'avais citées un peu plus haut, industrie, mobilité, production d'énergie pour tout gaz. Ensuite, on peut également produire l'hydrogène donc à partir de la chaleur. La chaleur, ça peut provenir de la biomasse. Ça peut également provenir du solaire thermique. Et ce processus-là s'appelle la thermolyse. Donc, c'est via un électrolyseur PEM, haute température. On produit l'hydrogène en utilisant de la chaleur qui provient soit de la chaleur renouvelable, donc via la biomasse, ou le solaire thermique. Je sais qu'au Maroc, aujourd'hui, il y a des grandes centrales de solaire thermique, centrales solaires à concentration, qui, voilà, donc c'est vraiment l'opportunité pour la gestion de l'électricité d'utiliser le surplus d'énergie de cette centrale-là pour produire l'hydrogène. D'autant plus que cette technologie elle est moins coûteuse que la technologie d'électrolyse utilisant l'électricité. Voilà. Donc, et quand on produit l'hydrogène à partir des hydrocarbures, donc pétrole, on appelle ça du reformage. Donc aujourd'hui, il faut reconnaître que tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 3 classifications d'hydrogène, donc bleu, gris et vert. On a aussi, comme pour le pétrole, l'hydrogène c'est magnifique pour l'avenir. On a des gisements d'hydrogène naturel.
pétrole. Donc aujourd'hui, on a au Mali, et donc l'hydrogène qui est produit est catégorisé comme l'hydrogène blanc. Donc aujourd'hui, l'hydrogène, c'est aussi un vecteur énergétique parce qu'on peut le produire, mais on peut le trouver aussi à l'état naturel dans le sous-sol. Donc voilà. Voilà, donc par la suite, on passe aux différents procédés de production. Donc le vaporeformage, on a vapeur et reformage. Ça signifie c'est un procédé qui utilise le méthane, donc, comme j'ai dit, le méthane, soit il provient des hydrocarbures, soit il provient de la biomasse, par le process de méthanisation ou gazéification. Et avec ce méthane, on capte de la vapeur d'eau à une certaine température pour produire du monoxyde de carbone et l'hydrogène. Mais le monoxyde de carbone, c'est un gaz nocif. Donc, ce gaz nocif ne doit être retransformé, donc on recapte du CO2 et par la suite, on obtient du dioxyde de carbone qu'on peut traiter pour avoir un dioxyde de carbone pur et de l'hydrogène. Le monoxyde de carbone est très nocif pour l'environnement, donc il faut encore recapter le CO2, mais on peut capter le CO2 venant des process industriels pour reproduire l'hydrogène avec du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, il ne faut pas penser que le dioxyde de carbone il est forcément utile, parce qu'on peut le traiter, le nettoyer avant de l'injecter dans l'air pour réduire la pollution. Donc voilà, on produit de l'hydrogène. Et ce coût d'hydrogène aujourd'hui est aux alentours de 3,2 dollars. Slide suivant. Alors, prochain procédé, la pyrogazification de biomasse. Donc la pyrogazification, c'est un procédé qui utilise la biomasse sèche, qui peut être du bois ou des résidus agricoles comme la bagasse, la paille, tout ça. Et par le process de pyrolyse, qui est un process de combustion, on produit en fait du charbon, qu'on appelle du biochar. Alors, ensuite, par la pyrolyse, on produit aussi de la chaleur. Ensuite, plus des matières volatiles. On réagit avec l'oxygène de l'air et on obtient en fait du gaz de synthèse. Et ce gaz de synthèse va contenir en fait de l'hydrogène, donc il faut faire une séparation. Le monoxyde de carbone, il est recapté avec du CO2, qui produit un gaz moins nocif qu'on retraite pour éjecter dans l'atmosphère, pour réduire la pollution et on récupère notre hydrogène, on le réutilise. Prochaine slide. Donc on passe au procédé de l'électrolyse. Donc l'électrolyse, comme on le connaît tous depuis la classe de 3e, c'est une réaction chimique qui utilise la molécule d'eau pour produire l'hydrogène et l'oxygène, donc via l'électrolyseur et avec bien sûr ajout d'une quantité d'électricité. Donc aujourd'hui, 1 kg d'hydrogène, ça fait par exemple 11 m3 d'eau. Donc on a une formule en fait qui permet de calculer par exemple le débit d'hydrogène à partir du pouvoir calorifique de l'hydrogène, du rendement de l'électrolyse. Aujourd'hui, le rendement de l'électrolyse varie entre 60 et 75%. Et voilà, via ce rendement qui varie suivant les fournisseurs d'électrolyseurs, on calcule en fait le débit maximal et la production souhaitée. Et aujourd'hui, on est entre 3 et 7,5 dollars. Alors, ce process-là, le coût de revient de l'hydrogène via ce process-là varie d'une application à une autre. Quand on est en industrie, le coût d'hydrogène est moins cher qu'en mobilité, mais il revient un peu plus cher pour les centrales de production d'énergie. Donc, plus on augmente, plus on tend vers la mobilité parce que quand on produit l'hydrogène à 30 bars, après, en mobilité, on charge les véhicules à 350-700 bars. Donc, il faut augmenter la pression en passant avec la compression
et faire du stockage. Donc tous ces équipements qui se rajoutent rallongent le coût d'investissement. Et après, il faut ajouter la station de distribution. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, le coût de revient pour la mobilité est un peu cher. Par contre, pour l'industrie, on a juste à produire l'électrolyse, à faire de la compression et à stocker pour envoyer les colonnes comme le gaz méthane, on envoie les colonnes en industrie. Donc ce coût est aux alentours de $3. Donc aujourd'hui, l'hydrogène est plus intéressant économiquement pour l'industrie comparé à la mobilité et aussi aux centrales de production. Ça est suivante. Thermolyse. Donc, la thermolyse, c'est un procédé qui utilise la vapeur. Donc, cette vapeur-là, en principe, elle doit être d'origine renouvelable, donc solaire thermique, biomasse, donc c'est de la chaleur, à haute température, donc 900 degrés. C'est pour ça que je parlais des centrales solaires thermiques à concentration qui ont été mises en service au Maroc, parce que l'endroit où ces centrales sont positionnées permet d'atteindre cette haute température de 900 degrés à 1200 degrés Celsius et de pouvoir produire l'hydrogène via l'électrolyse à haute température à moindre coût, parce que le coût de revient de cet hydrogène est de 4 € comparé à l'électrolyse qui fait entre 3 et 7 € à peu près. Donc cette technologie-là revient moins cher plutôt que la technologie de l'électrolyseur alcalin qui utilise l'électricité. Donc voilà. Donc on passe à la slide qui suit. Donc cette slide-là récapitule en fait les différents moyens de production d'hydrogène. C'est l'électrolyse, la thermolyse. Mais la thermolyse utilise l'électrolyseur à haute température et en fait l'électrolyse utilise l'électrolyseur alcalin et PEM. Et il faut revoir avec ce tableau que l'électrolyseur PEM à haute température a un meilleur rendement que les autres électrolyseurs. Meilleur rendement, meilleur coût, mais actuellement cette technologie est encore en phase de test. Donc elle verra le jour en fait d'ici la fin de l'année. Donc c'est vraiment un gage, cette nouvelle technologie est vraiment un gage beaucoup aussi pour le Maroc. Parce que c'est dans cette zone-là uniquement qu'on produit assez de chaleur. Dans la plupart de certaines autres régions d'Afrique, on produit plus d'électricité. Donc peut-être qu'il faut faire appel aux technologies plus même alcalines. Donc voilà. Alors, la suite concerne, une fois qu'on parle de la production, là on parle maintenant du stockage. Je laisse la parole à notre expert qui va aider. Merci. Donc, c'est vrai, aujourd'hui on parle d'hydrogène, mais c'est important quand même de rappeler les enjeux des énergies renouvelables parce que c'est un facteur important à prendre en compte. Et l'hydrogène vient répondre à cet enjeu. En effet, l'hydrogène vert est produit depuis des énergies renouvelables et on sait tous que les énergies renouvelables sont intermittentes. Donc, ça veut dire, si on prend l'exemple simple, le solaire, la nuit, il n'y a plus de production d'énergie. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on fasse un changement dans la gestion de nos réseaux électriques. Parce que là, il y a les réseaux classiques, mais avec le développement actuel, il faut mettre à jour nos réseaux électriques pour s'adapter au marché actuel d'électricité. Pour ça, des solutions existent. Donc, parmi eux, il y a les interconnexions, il y a le smart grid et la gestion intelligente du réseau, il y a le stockage. Je vais, dans les slides suivantes, détailler chacun de ces points-là. Si on prend les interconnexions, voilà, moi, pour comprendre ça, j'avais besoin d'un exemple qui est très très simple. Si on prend l'exemple des Espagnols, des Allemands et des Français, il y a les Allemands qui mangent tôt le soir, il y a les Français qui mangent
bon, il y a les Espagnols qui mangent tard le soir, il y a les Français qui mangent entre midi. Donc, quand il y a un pic de consommation en Allemagne, il n'y en a pas en France et en Espagne. Et les interconnexions entre ces trois pays permettent d'équilibrer le réseau pic. Donc, c'est bon d'avoir des interconnexions, et c'est déjà le cas en Europe, parce que l'Europe elle est interconnectée, et on aimerait avoir la même chose en Afrique, parce que ça permet déjà d'équilibrer le réseau électrique, et ça, c'est déjà gagné. C'est simple, il faut juste interconnecter, il faut travailler sur les infrastructures, etc. Mais on gagne beaucoup d'avantages. La deuxième chose, c'est la gestion intelligente du réseau. Donc la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, il y a le Smart Grid. Je me rappelle la première fois où j'ai cours là-dessus. Notre professeur nous a demandé, dans un exercice pédagogique, d'essayer de trouver une définition au Smart Grid sur Internet. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a trouvé plein de définitions, mais qui veulent dire la même chose. Donc aujourd'hui, il n'y a pas une définition généralisée qui est utilisée par tout le monde, mais le but est le même. C'est de réduire temporairement les consommations des sites industriels de nos transformateurs grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y aura des algorithmes qui, en fonction du flux d'informations dans les réseaux, parce qu'actuellement, dans nos réseaux classiques, il y a un flux de puissance, mais pas un flux d'informations. Et là, on s'oriente de plus en plus vers un flux d'informations dans le réseau électrique. Mais du coup, en fonction de cette circulation d'informations, l'intelligence artificielle va permettre, par exemple, de réduire le pic de consommation. Et voilà. Par exemple, je donne un exemple simple pour illustrer la chose. Il y aura dans le futur des machines à laver à la maison qui seront programmées à fonctionner quand il n'y aura pas de pic de consommation. Et ce peut-être pour contre-rémunération, donc les clients seront rémunérés en choisissant une telle option, en signant le contrat avec leur fournisseur d'électricité. Donc c'est ça le Smart Grid, c'est de gérer notre réseau intelligemment. Et le troisième outil pour gérer nos réseaux électriques, c'est le stockage. Ici, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, tout d'abord, j'ai commencé avec la chose la plus simple. Le but du stockage, c'est de permettre l'adaptation au temps entre l'offre et la demande en énergie. Bon, si le jour, par exemple, on produit de l'énergie via les panneaux photovoltaïques, il faut qu'on stocke cette énergie pour l'utiliser plus tard. Mais j'aimerais quand même préciser, je vais ouvrir une parenthèse. C'est une parenthèse, c'est un argument qu'on reproche souvent à l'hydrogène et que j'ai entendu. Là, il y a ma collègue Cathy qui va vous parler ensuite des techniques de stockage, etc. Et je vous la parenthèse quand même par rapport au rendement de la chaîne hydrogène. C'est vrai qu'actuellement, donc électricité, hydrogène, puis électricité, et voire même 30% si on utilise un matériel, le meilleur matériel qui existe dans le marché, on peut atteindre les 30%. Par contre, le rendement de la chaîne de batterie, c'est à peu près 70%. Donc vous allez me dire, voilà, en comparant ces deux rendements-là, le choix est facile à faire et on va sur les batteries et c'est tout. Mais il faut garder en tête que le rendement maximal ne correspond pas toujours à l'optimum économique et surtout technique. Donc, il y a cette fiche technique qui a été publiée par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France, elle a été publiée en 2020, et qui parle sur le rendement de la chaîne hydrogène, donc Power to Hydrogen to Power, et qui dit que certes,
il y a une différence dans le rendement de la chaîne, mais elle donne des exemples de projets concrets où il a été démontré qu'utiliser soit des solutions couplées, donc hydrogène-batterie, ou bien l'hydrogène tout seul, revient plus rentable au niveau économique et technique par rapport à l'utilisation des batteries. Donc il ne faut pas avoir ce raisonnement de dire bon, le rendement de la chaîne de batterie est mieux que celui de la chaîne d'hydrogène, donc on va sur les batteries et on met partout. Non, il faut, avant chaque projet, d'analyser, de faire une analyse sur un périmètre élargi et voilà, voir toutes les possibilités qu'il y a et étudier ça. Voilà, c'était juste une parenthèse et là je laisse la parole à Casidato pour vous présenter les différents types de stockage de l'énergie. Donc, au niveau du stockage de l'énergie, on a plusieurs types de stockage aujourd'hui. On a le stockage hydrogène, on a le stockage batterie. Donc, suivant différents projets, comme mon collègue Mohamed vient de dire, il faut adapter le projet suivant différents critères, donc critères économiques. Il faut analyser toutes les possibilités et choisir la bonne technologie. Aujourd'hui, avec ce diagramme qui provient de l'Agence internationale, l'étude faite par l'Agence internationale de l'énergie basée aux États-Unis, l'hydrogène aujourd'hui, c'est la solution la plus efficace en termes de temps de recharge. C'est bon, on a un meilleur rendement de batterie, mais la batterie se décharge très vite. Elle se recharge, mais elle se décharge très vite. Et c'est pas très efficace pour nos utilisations. Alors qu'aujourd'hui, avec l'hydrogène, on peut maintenir jusqu'à plus de 30 heures de charge et de décharge. Donc il y a beaucoup de possibilités à analyser. Avec l'hydrogène, on peut produire de grosses capacités d'électricité, donc minimum 1 MW, que ce soit en stockage d'hydrogène surface comme stockage d'hydrogène souterrain. Donc l'objectif, c'est-à-dire que pour le choix technologique d'un système de stockage, il faut analyser la performance, il faut analyser le temps de recharge, il faut analyser le coût, il faut analyser le coût environnemental et le coût économique, et pouvoir par la suite choisir la bonne technologie qui s'adapte aux besoins et aux différentes applications. Donc tout ça provient d'une grande étude de faisabilité à faire dans le choix technologique de notre solution hydrogène. Aujourd'hui et à l'avenir, d'ici 2050, on va tendre vers un mix énergétique. Et il y aura des applications hydrogène qui seront les plus favorables et des applications batterie qui seront les plus favorables. Par exemple, pour faire fonctionner un avion avec une énergie verte, on va opter pour l'hydrogène comparé à la batterie. Parce que le vol de l'avion met du temps. Il faut un système de stockage qui est permanent et qui a un temps de recharge et de charge vraiment durable. On ne peut pas utiliser la batterie qui se décharge facilement en 30 minutes. Donc voilà, suivant différentes applications, on aura une technologie précise. Sans oublier aussi, on a la technologie du méthane, le CH4, le gaz naturel vert. Aujourd'hui, on peut recharger des véhicules au gaz naturel vert. Et donc, dans ces trois mix énergétiques, ces multi-énergies seront utilisées pour différentes applications qui vont s'adapter aux besoins locaux, aux ressources locales et vivre le mix énergétique durable. Voilà. Donc on passe à la slide suivante. Donc la slide suivante porte sur les différents vraiment types de stockage qui existent. Aujourd'hui, on peut stocker jusqu'à 1 MW d'électricité en surface.
sur notre projet, on peut avoir plusieurs mégawatts. Sinon, on peut également stocker plus de 90 mégawatts d'électricité dans le sous-sol, sous forme d'hydrogène. Par contre, il y a des conditions qui sont requises pour ce type de stockage. Il faut un stockage qui demande en fait dans le sous-sol une nappe aquifère qui contient de la solue, de l'eau salée. Si on n'a pas cette nappe, il faut créer cette nappe. C'est-à-dire, c'est un processus qui consiste à extraire la solue et à injecter le gaz hydrogène en le stockant dans le sous-sol. Bien entendu, cet hydrogène est produit suivant de différents procédés depuis les différentes sources d'énergie. Donc c'est une technologie qui a vu le jour en Angleterre et également expérimentation en France. Donc c'est aussi une solution de stockage de grosses capacités d'électricité. Donc on peut passer à la slide suivante. Donc la slide suivante porte sur, on va dire, l'état des lieux de l'hydrogène dans le monde. Comment l'hydrogène évolue dans le monde? Quels sont les différents projets aujourd'hui? Donc cette carte montre dans chaque continent les différents projets d'hydrogène actuels. Ça s'appelle des projets en construction, projets opérationnels, projets en conception, projets en étude de faisabilité. Et la couleur verte, c'est l'état des lieux pour l'hydrogène vert, les projets d'hydrogène vert, et bleu, les projets d'hydrogène bleu. C'est la suivante. Donc on remarque qu'en Afrique, on a 2 projets d'hydrogène Afrique subsaharienne, et puis au Maroc, on a des projets pilotes hydrogène, et puis d'autres projets hydrogène encore en phase de conception dans d'autres régions d'Afrique. S'il vous plaît, on peut passer à la slide suivante. Donc, slide suivante, elle détaille en fait par pays les projets en phase de conception, opérationnelle, en construction et en étude de faisabilité. Donc, la couleur pâle, enfin, la couleur verte pâle, par exemple en Afrique, en fait, nous montre qu'il y a pas mal de projets en cours en Afrique qui sont encore en phase de construction. En Afrique subsaharienne, donc on a un projet hydrogène en construction. On a également un projet qui a vu le jour en Guinée, vraiment dans un hôpital. C'est un petit projet de stockage d'hydrogène. Et on a 5 projets pilotes en Afrique du Nord. Donc, principalement au Maroc, on a Total Energy qui est en train de développer un très très grand projet d'électrolyseur PEM dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une grosse capacité de stockage en partenariat avec HDF, l'entreprise HDF, pour expérimenter le stockage souverain en qualité saline. Ça, c'est nous. Donc cette carte-là montre en fait dans le monde quels sont les pays où on a une grosse massive production d'hydrogène. Donc par exemple aux Pays-Bas, ils font de l'hydrogène bleu à partir du métal. Et en Suède, en France, en Suisse, c'est de l'hydrogène vert. Et aux États-Unis, c'est un mix entre le bleu et le vert. En Chine, on n'a que de l'hydrogène vert qui est pour. Ça, donc cette slide montre un peu de façon globale les principaux acteurs internationaux et investisseurs dans l'hydrogène. Donc en équipementier, on a Forestia, Plasticonium, Renault, Toyota. Fabricants de stations donc, au niveau international qui ont les moyens d'investir et d'installer l'hydrogène, il y a McPhy, Air Liquide, Hydrogène, Total Energy. En association hydrogène, on a France Hydrogène, Hydrogène Europe, l'Afrique, l'association africaine de l'hydrogène et l'association asiatique de l'hydrogène. En centre de recherche, donc on a les centres de recherche japonais, chinois, l'Agence internationale de l'énergie, le CEA en France, et bon, plus tard en Afrique, on espère qu'on aura un grand centre de recherche reconnu au niveau international, comme par exemple l'IRESEN, pourquoi pas
administrativement. Donc je laisse la parole maintenant à Flaviana qui va nous parler en fait de l'état des lieux de l'hydrogène en fait en Afrique, en faisant un focus sur les différents projets en cours en phase de conception. Merci. Donc nous, à Ivoire Hydrogène, on a essayé d'identifier un peu les initiatives, les projets qui sont entrepris dans le cadre de l'hydrogène en Afrique. Et sur la carte, on a répertorié pas mal de projets. On voit qu'il y a des projets marqués en vert. Ce sont des projets qui ont déjà vu le jour. Des projets marqués en orange. Ce sont des projets qui sont en cours de construction. Et il y a des projets en rouge. Donc la plupart des projets répertoriés sont en rouge. Ce sont des projets en phase de type de faisabilité. Donc il y a au moins 2 pays africains là où il y a des projets hydrogène qui sont envisagés. On peut passer à la slide suivante. Donc tout à l'heure, Radidia, tu as parlé de l'hydrogène naturel. Pendant longtemps, on a appris que l'hydrogène n'existait pas à l'état que sous sa forme naturelle. Et on a appris à l'école qu'il fallait forcément extraire de l'hydrogène à partir soit de l'eau, soit des hydrocarbures. Or, aujourd'hui, il existe à plusieurs endroits de la Terre des gisements d'hydrogène, même si on n'arrive pas à les caractériser concrètement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au Mali, il y a une société appelée Hydroma qui exploite un gisement d'hydrogène pour électrifier un village. Donc dans ce village, auparavant, il n'y avait pas d'électricité. Et grâce à la découverte de cet hydrogène naturel, on a installé une centrale qui produit de l'électricité. De même en Djibouti, là-bas en Djibouti, ils ont un office appelé Office djiboutien du développement des énergies géothermiques. Et cet office, en partenariat avec des chercheurs et des géologues internationaux, ont découvert qu'il existe plusieurs gisements d'hydrogène dans ce pays. Donc actuellement, le gouvernement djiboutien est en phase de recherche de fonds. Donc ils sont en train de chercher des fonds pour poursuivre cette exploration d'hydrogène pour pouvoir quantifier exactement la quantité d'hydrogène qui peut exister dans ce pays. Donc, vous savez que les groupes électrogènes fonctionnent à partir du diesel et fonctionnent aussi à partir de l'essence. Mais il y a des groupes électrogènes qui fonctionnent à partir de l'hydrogène via les piles à combustible. Et le deuxième nom des groupes électrogènes, ce sont les générateurs de circuits électriques. Donc, ces groupes électrogènes permettent d'assurer une permanence électrique. Donc, il y a certaines applications qui nécessitent qu'il n'y ait pas de coupure de courant. Et par exemple, dans les hôpitaux, on a besoin de courant en permanence. Il ne faut surtout pas qu'il y ait une coupure d'électricité. Sinon, ça va. Bon, sinon, il risque d'avoir mort dans les hôpitaux. Donc, durant la période de Covid-19, en Afrique du Sud, l'hôpital militaire de Pretoria s'est doté d'un système de groupe électrogène. Le groupe électrogène fonctionnant à base d'hydrogène via les piles à combustible. Donc on sait que durant la période de Covid-19, les besoins des hôpitaux ont augmenté. Donc il fallait trouver un système pour assurer la permanence électrique. Et ils ont opté pour un système de groupe électrogène à hydrogène. Pareil aussi en Guinée. Donc en Guinée, la société Mytech a équipé l'hôpital de Kamsa. C'est une ville en Guinée, des systèmes d'énergie renouvelable. Et ce système a été couplé par des solutions de piles à combustible. Donc, par exemple, la journée, lorsqu'on produit assez d'électricité, le surplus est transformé en hydrogène. Et le soir, lorsque la production d'électricité baisse, ce surplus est reconverti en électricité via des piles à combustible. Et en Égypte aussi, il y a pas mal de projets. On voit sur la carte qu'il y a au moins 6 projets hydrogène qui sont entrepris en Égypte. Et il y a
de production d'énergie, une centrale de production d'hydrogène qui est en cours de construction en Égypte. Et donc, ça sera une installation solaire. Également en Namibie, il y a 2 projets d'hydrogène assez remarquables. Donc, il y a un projet mené par la société Alphen Hydrogen Energy. Donc, c'est pareil, c'est la construction d'une usine de production d'hydrogène. Donc, ça sera constitué d'une installation solaire qui va produire de l'électricité. Cette électricité va produire de l'hydrogène via un électrolyseur et une partie de cet hydrogène va servir à produire de l'ammoniac. Aussi, il y a un projet mené par HDF Énergie, donc l'Hydrogène de France Énergie. Donc, il y a la construction d'une centrale électrique qui sera couplée aussi à des piles à combustible pour stocker l'électricité qui sera produite en surplus. On peut passer à la slide suivante. Voilà, donc nous, par exemple, à IH2, notre objectif, c'est de développer la filière hydrogène en Afrique. Donc, pour développer la filière hydrogène en Afrique, il faut qu'il y ait le capital humain, donc il faut qu'il y ait des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens qui vont travailler dans cette industrie hydrogène. Donc, c'est dans ce cadre que le ministère fédéral allemand de l'éducation et de la recherche a offert 60 bourses pour un master de recherche en hydrogène. Donc, dans les 15 pays d'Afrique de l'Ouest, il y a 60 étudiants qui ont bénéficié des bourses pour suivre un master en hydrogène vert. Et ce programme de master est effectué dans 4 universités, une université en Guinée, une en Côte d'Ivoire, une à Lomé et une autre au Sénégal. On peut passer. Donc, on a beaucoup parlé d'ammoniac. Qu'est-ce que c'est que l'ammoniac? Donc, l'ammoniac, c'est un gaz de formule chimique NH3. Donc, il est produit à travers l'hydrogène et l'azote de l'air via le procédé réversible de Haber-Bosch. Donc, si on a de l'ammoniac, on peut produire de l'hydrogène, et si on a de l'hydrogène aussi, on peut produire de l'ammoniac. Et aujourd'hui, 49% de la production d'hydrogène sert à la production d'ammoniac. Donc, les besoins des plantes, c'est quoi? C'est NPK. Donc, les plantes pour se développer ont besoin de l'azote, ont besoin du phosphore et du potassium. Donc, cet ammoniac est utilisé pour produire l'engrais chimique. Également, l'ammoniac permet aussi de stocker le CO2. Vous savez, la masse, excusez-moi, de stocker l'hydrogène. La masse volumique de l'hydrogène est assez faible. Donc, parfois, son stockage et son transport posent problème. Donc, parfois, on peut transformer l'hydrogène en ammoniac pour le transporter facilement et le stocker facilement également. On peut passer. Donc, c'est une opportunité du Maroc et en 2021, le Maroc a fait sortir sa feuille de route hydrogène. Et dans cette feuille de route, l'ammoniac figure. Donc, on sait que beaucoup ici au Maroc, vous produisez assez de phosphate via l'OCP. Donc, 70% des réserves de phosphate existent ici au Maroc. Or, grâce au phosphate, on produit le phosphore qui est utilisé aussi pour la fabrication des engrais chimiques. Donc, le développement de la filière hydrogène au Maroc et le développement de la filière ammoniac vert au Maroc permettra de décarboner l'industrie de l'engrais chimique au Maroc vers le Maroc. Dans mes 3 slides suivantes, j'ai essayé de résumer un peu la feuille de route d'hydrogène pour le Maroc. C'était pas évident parce que le document fait quand même une quarantaine de pages, mais j'ai essayé
de prendre les points clés qu'il faut garder en tête. Après, j'invite toute personne intéressée par le domaine hydrogène ou bien le domaine des énergies renouvelables de consulter cette feuille de route-là. Elle est accessible sur Internet et elle n'est pas très technique, donc même avec de simples connaissances dans le domaine, on peut comprendre pas mal de choses. Donc, dans cette feuille de route-là, le Maroc fixe ses objectifs par rapport à l'hydrogène vert et donne les étapes et les moyens qu'il va falloir utiliser pour atteindre ces objectifs. Donc, comme toute autre feuille de route, il y a des objectifs à court terme, il y a des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Pour les objectifs à court terme, c'est tout d'abord l'utilisation locale dans l'industrie des engrais, comme a dit Flaviana tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est d'exporter des produits issus de l'hydrogène vert. On sait qu'en 2020, localement, donc dans le secteur énergétique et le transport, on sait que l'hydrogène donne des opportunités niveau autonomie surtout, et par rapport à la capacité, si on compare par exemple aux véhicules électriques, le problème des véhicules électriques, c'est la capacité de stockage des batteries. Donc, niveau économie, il vaut mieux aller sur l'hydrogène. Le deuxième objectif, c'est de développer des projets économiquement viables. Parce que là, actuellement, la technologie coûte cher, ça on le sait tous, mais comme toute autre technologie, à son début. Au début, les process, si on veut dire, coûtent cher, mais après on développe, on optimise et le coût baisse après. Pour des objectifs à long terme, entre 2040 et 2050, le Maroc vise à élargir l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie pour produire de la chaleur dans le secteur résidentiel aussi et dans la mobilité urbaine et le transport aérien. Donc voilà, pour le transport aérien, je sais qu'il reste beaucoup de développement à faire. Et voilà, mais ça commence à bouger et j'espère que d'ici 2050, on utilisera l'hydrogène. On va être capable d'utiliser l'hydrogène dans le transport aérien. Donc, dans cette feuille de route, il figure aussi les axes stratégiques qu'a choisi le Maroc. Donc, sur ces axes stratégiques, le Maroc s'est fixé 3 catégories d'axes stratégiques. Donc, tout d'abord, il se concentre sur les technologies. Donc, il vise, comme j'ai dit, à réduire les coûts. Comme pour toute nouvelle technologie, il faut avoir comme objectif de réduire les coûts. Aussi, créer un pôle de recherche et d'innovation au Maroc et même en Afrique et intégrer l'hydrogène dans l'industrie locale, comme j'ai dit, pour décarboniser l'industrie et pouvoir exporter nos produits tranquillement vers l'étranger. Pour tout ce qui est investissement, approvisionnement, le Maroc veut installer un cluster industriel et on sait que pour l'hydrogène, il faut des infrastructures avec. Donc le Maroc veut qu'il y ait assez de financement pour pouvoir développer les infrastructures qui vont avec l'hydrogène. Et comme dernière stratégique, c'est par rapport au marché et la demande. Donc le Maroc veut s'assurer qu'il y a les conditions favorables pour qu'on puisse exporter nos produits vers l'étranger. Il veut aussi travailler sur une stratégie nationale de stockage d'énergie et il veut généraliser l'utilisation de l'hydrogène dans les marchés intérieurs. Et pour cette dernière slide de cette partie consacrée à la feuille de route pour l'hydrogène vert au Maroc, j'ai pris 4 chiffres clés, juste pour attirer votre attention et vous inviter à consulter le document à déposer chez vous. Donc,
Le premier chiffre, le Maroc veut faire face à une demande comprise en 153,9 TWh et 307,1 TWh en 2005. C'était une solution qui était utilisée depuis des années pour permettre l'approvisionnement en électricité d'un pays à un autre. C'est une sorte de solidarité entre les pays pour pouvoir approvisionner un pays en électricité quand on a de l'électricité en supplément dans un autre pays. Donc c'était vraiment une première solution qu'on avait quand il n'y avait pas de stockage. Mais aujourd'hui, le développement durable, c'est quoi? L'objectif du développement durable, c'est l'indépendance énergétique, la production d'énergie locale indépendante et permettre en fait à tout un chacun de pouvoir être indépendant en énergie, d'avoir accès à l'électricité, que ce soit dans les villes, les villages. Donc, aujourd'hui, l'interconnexion, c'est vraiment une première solution, mais à l'avenir, elle ne pourra pas régler, cette solution ne pourra pas régler toutes nos problématiques de gestion de l'électricité ou d'approvisionnement de l'électricité dans un pays défini. Donc, il faut aller à une production accélérée d'énergie locale pour pouvoir gérer cette énergie via le stockage et via des plateformes intelligentes de management de l'électricité qui permettent de prédire l'énergie dans différentes localités à l'avenir, de pouvoir prédire la disponibilité d'énergie en fonction des ressources qu'on a, en fonction des consommations. Et via cette plateforme intelligente Smart Grid d'énergie utilisée par les opérateurs de réseau électricité, qui nous informent par exemple à l'avance qu'il y aura une zone qui sera en manque d'électricité, par exemple 5 jours avant. Et donc dans ce cas, quand cette plateforme qui est calculée mathématiquement via des algorithmes informe l'opérateur de réseau, il y aura une zone à Ouriga où on aura à 5h30 ou à 7h30, on est en manque d'électricité. Donc, l'opérateur réseau, il se dit, dans ce cas, je prends ma disposition pour pouvoir avoir de l'énergie en réserve. Soit il fait appel à l'interconnexion parce que on est plus proche, on a de l'énergie en réserve et c'est moins coûteux. Soit il a son système de stockage en réserve, il dit oui, on a la quantité d'énergie nécessaire pour approvisionner cette région parce qu'ils seront en manque d'électricité dans 5 jours. Donc l'interconnexion, c'est une première solution, mais il y a encore une meilleure solution qui est le stockage, soit via le stockage hydrogène pour le réseau, soit les batteries pour le réseau. Et on a toujours, via les Smart Grid, une plateforme de gestion intelligente de l'énergie qui permet de faire le relais entre l'offre et la demande et de pouvoir définir à l'avance les zones où on en manque d'énergie et les zones où on est en surplus d'énergie à n'importe quelle heure de la journée sur l'année. Et voilà les zones où on aura accès à l'énergie tout le temps. Et où aller récupérer, faire du stockage pour redonner, donc, etc. Mais à l'avenir, donc comme j'ai dit, cette plateforme-là, c'est une plateforme qui est décentralisée, donc qui se base sur les différentes ressources d'énergie nouvelles qui sont décentralisées et donc locales. Et donc, dans ce cas, il faut un développement local d'électricité renouvelable. On ne va pas attendre toujours que le gouvernement fasse le travail à notre place. Dans l'ancien monde, c'est-à-dire avant la transition énergétique, on avait un développement d'énergie centralisée, réacteurs nucléaires, barrages d'hydroélectricité, où on a un endroit où on a du pétrole, donc on réutilise ça et puis on essaye d'aider un peu les autres. Mais aujourd'hui, on a nos ressources nouvelles qui s'adaptent dans chaque pays. Il faut un développement local et derrière ce développement local, on met en place une plateforme de gestion intelligente de cette énergie décentralisée pour assurer l'équilibre de l'énergie dans chaque zone via le stockage. L'interconnexion, c'est bien, mais c'était vraiment une solution, on va dire, on attend qu'on découvre la meilleure solution locale qui pourrait s'adapter en temps et en heure
à l'instant T à la situation. En parlant de l'interconnexion, là vous avez montré une cartographie des projets d'hydrogène graphique. Juste une remarque, ça n'a rien à voir avec là, vous parlez du Maroc, et à côté l'Algérie, bien sûr, l'Afrique du Nord. Oui. Et là, peut-être que vous êtes trompé, là, c'est le Sahara marocain et pas le Sahara occidental. Ah oui, c'est pas, je suis d'accord. Oui. On va, c'est Google Maps, c'est la faute à Google. On va rectifier ça. C'est la. Oui. Oui, Alors, moi je suis marocain, j'ai fait attention à ça avant la présentation. Mais en fait, le problème c'est que sur Google Maps, la plateforme sur laquelle on a fait notre carte, c'est comme ça, on ne peut pas modifier. Voilà. Mais en fait, ce qu'on voulait dire, c'est que réaliser une cartographie, en gros, il faut se baser sur la géolocalisation via des logiciels comme QGIS. Et ces logiciels-là intègrent des données en gros de cartographie, mais venant de Google. Donc, malheureusement, c'est Google. Mais je pense que ça mérite d'être rectifié. Oui, exactement. Oui, on peut le modifier, Non, il a raison. Parce que récemment, j'ai vu une actualité sur le roi Mohamed VI aux États-Unis où le Maroc a officiellement la main sur le Sahara. Donc c'est pas du Sahara occidental, il est purement du Maroc. Je suis d'accord. Je pense que c'est l'heure pour partir avec notre deuxième conférence, animée par Madame Nouhil Nabil, ingénieure en génie des procédés de l'énergie à l'INES.